pour présenter Pierre-Henri Gouillon, ça va être difficile de le résumer en quelques phrases. Et mon petit doigt me dit que peut-être demain, on aura l'occasion de reparler de Pierre-Henri. Pierre-Henri est biologiste, ingénieur agronome, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et AgroParisTech. Il effectue ses recherches à l'Institut de systématique et biodiversité. Alors, ces recherches portent sur les mécanismes de l'évolution, mais aussi sur des grandes questions existentielles comme le sexe, la mort, etc. Alors, il a été aussi impliqué dans différents débats qui concernent les relations entre sciences et société, que ce soit sur les questions relatives à la culture des plantes transgéniques que sur les questions de bioéthique. Alors, il vient d'écrire un ouvrage avec Jean-Louis Dessal, Cédric Gaucheret, Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant, que je vous encourage à lire. Donc, c'est avec un grand plaisir que je laisse Pierre-Henri vous parler alors du bon usage de la science, l'écologie entre nature et politique. Donc, Pierre-Henri parlera pendant 30 minutes maximum. Après, on enchaînera avec Christophe. Et surtout, n'oubliez pas, au fur et à mesure, de mettre vos petites questions sur les papiers. Merci, Jeanne. Donc, je vais maintenant essayer de vous parler du bon usage de la science et de l'écologie entre nature et politique. Avec Christophe, on a inventé des titres qui se répondent. Donc, je dédie d'ailleurs cette conférence à Charb, qui m'a fait ce dessin avant d'avoir le destin tragique que vous connaissez sur un coin de nappe, un soir où on discutait justement des problèmes que pose le mauvais usage de la science, parce que je vais peut-être vous parler aussi du mauvais usage de la science. Voilà, alors pour commencer, je voudrais vous dire que les scientifiques sont tout à fait investis d'une mission, ils se sentent investis d'une mission, qui est la mission de défendre le rationnel contre l'irrationnel. Et ce tableau de Galilée devant ses juges symbolise très fortement cette vision qu'on a tous, nous scientifiques, du fait de savoir que parfois on sera attaqué pour des raisons irrationnelles. Et moi qui m'occupe d'évolution, évidemment, j'ai été confronté à des créationnistes, des choses comme ça. Donc on ressent très fort ce truc-là, mais on se sent très fort en tant que scientifique, comme devant défendre la rationalité contre l'irrationnel qui peut prévaloir dans la société. Et c'est une difficulté parce que ça présente le grand scientifique comme en conflit avec le reste de la société. Et évidemment, dans le cas présent, il avait raison, Galilée, contre ses juges. Le malheur, c'est qu'il suffit... Enfin, donc, ça donne une image où le grand scientifique doit être en conflit. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que du coup, à chaque fois qu'un scientifique est en conflit avec le reste de la société, on le voit se mettre dans la posture de Galilée et dire « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'avez rien compris. Et je vais vous expliquer, et si vous êtes assez intelligent pour me comprendre, après vous serez d'accord avec moi. » Or, quand il s'agit de la mécanique céleste, Galilée avait effectivement beaucoup plus de connaissances que ses juges, mais quand il s'agit de savoir ce qui est bien ou mal, eh ben là, les scientifiques ne sont pas tellement plus compétents que les autres. Et il y a beaucoup de débats, par exemple, est-ce qu'il faut faire du nucléaire, est-ce qu'il faut utiliser des OGM, où la question, elle n'est pas tant scientifique, elle est de savoir qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la société de faire ces choses-là. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu quel type de problème ça pose. On reviendra donc sur cette image plusieurs fois. Pour illustrer un peu ces choses-là, je voudrais vous dire qu'en 2004, donc, il y a eu un mouvement de chercheurs qui s'est créé à la suite de toute une série de choses, je n'ai pas le temps d'en discuter, et où les chercheurs se sont dit qu'il fallait défendre la recherche. Donc le mouvement Sauvons la recherche a pris son essence. Voilà, ici, défendait la recherche fondamentale, etc. Mais en réalité, ce que les chercheurs voulaient, c'était de l'argent. Ils voulaient 1 milliard. Et puis voilà, c'est tout. Et ils ont fini, d'ailleurs, le mouvement s'est un peu cassé la figure progressivement, parce que les responsables du mouvement ont accepté un petit peu de rabattre toutes leurs prétentions à condition qu'on leur donne 1 milliard d'euros. Et en particulier, ce qu'ils ont accepté, c'était que la science soit mise vraiment au service de l'innovation industrielle et mise au service d'un système économique. Et c'est drôle, d'ailleurs, quand on a eu la restitution finale, il y avait 4 groupes qui avaient travaillé sur 4 aspects des questions, et le groupe Recherche et Société, j'en faisais partie. Quand ils ont fait le dessin pour présenter la réunion finale qui se tenait à Grenoble, ils l'ont redessiné comme ça. Et c'est rigolo qu'ils aient mis la 4e pièce du puzzle qui n'était pas rentrée dans le puzzle. Et en fait, effectivement, il n'est jamais rentré dans le puzzle. C'est-à-dire que le groupe Recherche et Société avait dit que la recherche avait pour mission de faire des connaissances,
point, et qu'il y avait des retombées qui pouvaient être l'enseignement, la valorisation, etc. Et les responsables du mouvement ont refusé cette vision-là. Ils ont dit que non, la valorisation devait être au cœur même du dispositif de recherche. Et je pense que ça, c'est un vrai débat, c'est un vrai problème, parce que évidemment, le problème, c'est que les gens qui sont les dirigeants, qui vont essayer effectivement toujours de faire des économies sur le système de recherche, ils vont aussi essayer surtout que la recherche devienne rentable. Et qu'à partir du moment où il faut qu'elle devienne rentable, ça pose des problèmes. Il y a une philosophe belge, Isabelle Stengers, qui a d'ailleurs à ce sujet écrit des textes tout à fait intéressants. Et j'aime beaucoup la façon dont elle décrit la chose en utilisant la fable du scorpion et de la grenouille. C'est une fable orientale dans laquelle un scorpion demande à une grenouille de le prendre sur son dos pour traverser une rivière. La grenouille lui dit je te connais, tu vas me piquer, je ne veux pas. Il lui dit mais t'es folle, si je te pique, je me noie. Alors elle finit par se laisser convaincre, ils partent sur la rivière, et au milieu de la rivière, le scorpion la pique, et elle est en train de mourir, et lui aussi. Et elle demande mais pourquoi t'as fait ça? Et il lui dit j'y peux rien, c'est dans ma nature. Et Isabelle Stengers dit le problème entre l'industrie et la recherche, c'est que c'est exactement la même chose. L'industrie a besoin de la recherche, mais si vous lui donnez le contrôle de la recherche, il la détruira. L'industrie en fera un élément de développement et plus un instrument de recherche fondamentale. Bon, je passe là sur les textes. Alors cette question donc, de savoir comment on gère la recherche, elle va se poser particulièrement avec l'écologie. Et elle va se poser particulièrement avec la question du rapport au progrès et à la nature. Cette dichotomie, en fait, je considère qu'elle date du XVIIIe siècle. Au fond, la notion de progrès telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date du XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il y avait des désaccords déjà sur la question de savoir comment la nature devait être considérée par rapport au progrès. Cette idée de progrès lancée au XIXe siècle, elle va vraiment fleurir au cours du XIXe et du XXe, et peut-être on verra ce qui se passera dans le XXIe. Moi, ce que je trouve génial, c'est que l'exposition internationale de Chicago en 1933 titre un siècle de progrès. C'est extraordinaire en 1933 de dire ça. Vous vous rendez compte, on a inventé la Première Guerre mondiale, on a inventé la première grande crise économique, on pourrait dire il y a quand même des problèmes. Non, on est dans le progrès. C'est pas grave, Première Guerre mondiale, on a dit que ça n'arriverait plus jamais, les crises économiques non plus. Cette foi dans le progrès, oui, je voudrais vous en convaincre, il s'agit d'une vraie foi. Et donc, beaucoup de politiques sont fondées là-dessus, et beaucoup de scientifiques fonctionnent dans ce cadre-là, et du coup, les rapports entre politique et science sont pas mal fondés sur un aspect un peu religieux. Alors, le débat sur le progrès au niveau de la nature, il va y avoir d'un côté des gens comme Rousseau qui disent que la nature est bonne, et ce qui va avec, la nature humaine, parce que quand je parle de nature, c'est à la fois nature sauvage et la nature humaine. La nature humaine est bonne. Au muséum, nous, on en avait un vachement bien qui s'appelait Bernard de Saint-Pierre, qui expliquait que tout avait fait par la nature pour le bien de l'homme. Et il donne comme exemple que le melon a été divisé en tranches afin d'être mangé en famille, et que la citrouille étant plus grosse pour être mangée avec les voisins. Vous voyez à quel point la nature est prodigue quand même pour nous. Mais Buffon, lui, qui était à la même époque, lui, il va décrire la nature comme une horreur. Alors, je n'aurai pas le temps de vous lire entièrement le texte. Je voudrais vous dire que Buffon, c'était un très grand naturaliste, c'était le directeur du Jardin du Roi, mais c'était aussi un industriel. Il possédait des forges à Montbard, une usine de grande ampleur. Et peut-être que c'est son aspect industriel qui a pris le dessus dans ses visions de la nature, mais quand il décrit la nature sauvage, il dit, alors je vous en dis quelques mots, mais je vais être obligé d'écourter. Alors, vous voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Il parle du haut. En haut, il y a des arbres sans écorce et sans cime courbés, remplis, tombant de vétusté, qui pourrissent les uns sur les autres. La nature paraît dans la décrépitude. C'est qu'un espace encombré traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Voilà, ça c'est le haut. Dans le bas, des eaux mortes et croupissantes, faut d'être conduites, qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Voilà, quand l'homme n'est pas là, vous voyez ce qui se passe. Entre les marais infects qu'occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, il y a des espèces de landes avec des mauvaises herbes tout à fait désagréables. Et l'homme, là-dedans, obligé de suivre les sentiers de la bête farouche, rebrousse chemin et dit « La nature brute est hideuse et mourante ». C'est un grand naturaliste qui écrit ça. C'est moi qui peux la rendre agréable vivante. Mettons le feu à la bourre superflue, aux vieilles forêts, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc du nénuphar dont le crapaud composait son venin, on va avoir des troupeaux d'animaux bondissants, le bœuf va sillonner la terre. Quelle est belle cette nature cultivée. Vous voyez le modernisme qui est vraiment absolument montré dans ce texte extraordinaire. Et bon, on va laisser Buffon de côté maintenant et on va
passer à une vision un peu plus scientifique de la nature, celle que nous offre Darwin donc en 1859. Darwin qui va nous présenter la nature comme effectivement liée à toute une dynamique constante. Alors j'aime beaucoup cette image, je ne peux pas m'empêcher de la passer, mais je n'ai pas le temps de la commenter, mais où il nous montre que constamment apparaissent des formes nouvelles, et puis il y en a beaucoup qui disparaissent, et puis la sélection garde ce qui marche, et puis que comme ça, progressivement, se fabrique de la diversité. Et que là-dedans, toutes les choses se séparant, au bout d'un moment, on va pouvoir distinguer des choses qu'on va appeler des variétés, puis des espèces, puis des choses comme ça. Et il se rend compte très rapidement qu'une difficulté des gens pour comprendre sa théorie, c'est que les gens sont coincés sur le concept d'espèce. Il dit, je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me crient. Or ça, c'est un truc très important, parce qu'aujourd'hui encore, il y a encore une immense majorité de biologistes y compris, qui voient la diversité d'abord comme la diversité des espèces. Et même au plus haut niveau de la recherche, on trouve encore ce problème-là. Ouais, je voudrais vous dire que quand on montre des dessins comme ça, que je trouve complètement trompeurs, c'est le nombre d'espèces d'insectes par rapport au nombre d'espèces de plantes. Il y a beaucoup plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes. Mais c'est vrai parce que les insectes, ils font des nouvelles espèces à chaque fois qu'ils ont un poil de travers. Donc évidemment, ça fait plein d'espèces. Alors que les plantes, elles accumulent plein de diversité, et puis vraiment pour que ça devienne 2 espèces, il en faut. Le résultat, si vous voulez, c'est que les espèces font des tranches très fines, et les plantes font des grosses tranches de gâteaux. Si vous comptez le nombre de tranches, ça ne vous dit pas la quantité de gâteaux. Mais pourtant, cette image, elle essaye de vous montrer qu'il y a plus de diversité chez les insectes que chez les plantes. Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Et en tout cas, il n'y a aucune preuve de ça. Et pourtant, notre institut bien-aimé, l'Institut d'écologie et environnement, qu'on adore tous, l'INE, nous écrit dans le journal, il y a quelques mois, que les insectes forment aujourd'hui 90% de la biodiversité terrestre. Il faudrait arrêter avec ce genre de conneries. Tant que les scientifiques disent des conneries comme ça ne risque pas de s'arranger au niveau du grand public. Donc, on a une responsabilité sur la façon dont on essaye, nous, de vendre notre soupe. Vous voyez, et les scientifiques sont vraiment là-dedans. Voilà. Ensuite, donc, où on en est, je vous parle de la diversité. La diversité, aussi, il y a les questions d'hérédité qui vont là-dedans. Et donc, les scientifiques vont s'intéresser à la nature, et à la nature en général, à l'hérédité dans la nature, et à l'hérédité dans la nature humaine. Et donc, un des premiers qui va s'occuper de ça, il s'appelle Galton, c'est un cousin de Darwin. Seulement, Galton, il fait ça avec un but précis, c'est de s'occuper de l'hérédité du génie humain. Et il se demande comment est-ce qu'il va pouvoir améliorer l'espèce humaine. Il lance l'idée de l'eugénisme. L'un des problèmes qu'on va avoir avec cette vision de la nature qui nous est proposée par Darwin, elle est présentée par Thomas Huxley, donc un compagnon de Darwin, qui dit que la nature n'est ni morale ni immorale, que la nature est amorale, non-moral. Et tout ça va poser des problèmes politiques. Alors, pour vous illustrer les dimensions politiques de ce que je vous raconte, je voudrais vous montrer un petit débat qu'il y a eu il y a quelques années, juste avant une élection dans laquelle a été élu Nicolas Sarkozy, donc vous voyez, c'est quand même un moment, sur ces questions. Un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine avait eu l'idée saugrenue d'inviter 2 grands intellectuels français à discuter des problèmes du monde. Et alors ils les ont mis à l'envers, donc à gauche vous avez le type de droite et à droite vous avez le type de gauche. Bon, vous ne trompez pas. Donc à gauche Sarkozy, à droite Michel Onfray, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, et ils discutent de pourquoi il y a des gens qui font des choses pas bien. Sarkozy dit que chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Bon, Onfray répond qu'il n'est pas rousseauiste et qu'il pense qu'on n'est ni bon ni mauvais, on ne naît ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Sarkozy lui dit, mais alors qu'est-ce que vous faites de la liberté de chacun? Et alors Onfray répond qu'il ne lui donnerait pas beaucoup d'importance. Je voudrais simplement insister sur la dernière phrase. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. C'est extraordinaire. Vous avez un philosophe et un politicien. Aucun des deux n'a la moindre idée de ce que c'est qu'un gène. Mais ils discutent de gènes. Et là, ils vont s'empailler dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point intéressant quand même, c'est que quand vous voyez un type qui vous dit ça, nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement, vous êtes sûr qu'il est de gauche. Et s'il y a un type de droite en face, il ne sera pas d'accord. Ça rate jamais, là ça rate pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, répond Sarkozy. Et hop, les gènes c'est important, les circonstances ne font pas tout, la part de l'inné est immense. L'inné, bon, bref. Donc, vous voyez, le problème c'est que les gènes c'est de droite, l'environnement c'est de gauche. Et ça va quand même être un sacré problème. Ça vient de tas de raisons dont on pourra discuter après, je ne vais pas les discuter maintenant. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans leur conversation, c'est qu'à la fin, ils finissent par discuter de la complexité. Ils se mettent d'accord sur le fait que plutôt que de s'empailler bêtement, idéologiquement, ils auraient mieux fait de parler de ça dès le début, mais tout compte fait, ils n'en parlent pas. Bon, voilà.
Voilà, je voudrais rajouter encore un petit élément pour vous montrer ensuite vraiment les conséquences politico-scientifiques de tout ce que je suis en train de vous introduire là. C'est que la biologie est une science empirique. Moi, pour combattre la notion d'espèce, j'arrête pas dans mes exposés de montrer des photos de trucs qui sont des hybrides entre espèces, etc. Montrer que les espèces, ça s'hybride beaucoup plus que ce qu'on raconte. Je montre celle-là, par exemple. Et des fois, les gens venaient me demander après, qu'est-ce que ça donne? Alors je leur dis, non, ça donne sûrement rien. Hein. Et ils disaient, ah bon, comment vous le savez? Je dis, bah, on n'a jamais vu un hybride qui se balade dans la savane, et puis ils sont quand même loin dans l'arbre. Alors les gens ils me disaient, ah bon, il faut être loin combien pour que ça marche pas? Eh ben, j'en sais rien. Et ça, c'est quand même intéressant. Il y a 50 ans, on m'aurait parlé de lions et tigres, je n'aurais jamais pensé qu'ils pouvaient faire des hybrides, et puis on a découvert qu'ils faisaient des hybrides. Et là, la nature un peu religieuse de notre relation à l'espèce est apparue, parce que tout de suite, tout le monde a dit, oh, c'est pas grave, ils vont être stériles. Et bien, paf, ils ne sont pas stériles, hein, désolé. Comment je peux savoir donc, si deux formes peuvent se croiser entre elles ou pas? Eh bien, en fait, alors bon, si c'est les éléphants et les fraises des bois, là, on sait, ça ne marchera pas. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche, eh bien, il y a un moment où il faut essayer. On ne peut pas savoir sans ça. C'est ça une science empirique. On n'est pas encore à un niveau théorique qui nous permette, par exemple, de prédire, connaissant la position dans l'arbre de deux espèces, si elles peuvent se croiser ou non. Et ça, c'est embêtant parce qu'une science empirique, c'est une science qui ne peut prédire que ce qu'elle a déjà vu. Or, on n'arrête pas de nous demander de faire des prédictions. Et les scientifiques ne s'en privent pas de faire des prédictions. Alors qu'en réalité, nos capacités en prédiction sont extrêmement faibles. Je voudrais déjà insister là-dessus. Donc quand les scientifiques font des prédictions, je pense que très souvent, dans le domaine de la biologie, ils sont plus dans le fantasme que dans la connaissance réelle de ce qu'ils racontent. Et c'est très embêtant parce que la biologie est devenue une science terriblement active. Je vous disais que les gènes sont de droite et l'environnement est de gauche tout à l'heure. Ça a quand même un fondement historique. L'eugénisme proposé par Galton, eh ben, il a été effectivement mis en application. Et donc, au début du XXe siècle, en Amérique, eh bien voilà, on a proposé l'eugénie comme une autodirection de l'évolution humaine, une convergence de toutes les sciences pour prendre ce grand dessein en main, améliorer l'espèce humaine. Cette idée de convergence, je n'ai pas le temps encore une fois d'en reparler, mais si ça vous intéresse, renseignez-vous sur le transhumanisme. Vous verrez qu'on est reparti avec la convergence aujourd'hui avec exactement les mêmes idées. Hein, bon. La Société américaine d'eugénique est présidé par le plus grand généticien de l'époque, qui s'appelait Thomas Morgan, à gauche. À droite, il y a Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone, il n'y connaissait rien. Mais en tant que les physiciens, ils sont comme ça. Ils se prennent pour les grands frères des biologistes. Donc à chaque fois que les biologistes veulent faire une connerie, les physiciens viennent les soutenir, si vous voulez. Donc là, ça a été le cas. Les vrais acteurs, c'est ceux du milieu, Davenport et Irving Fisher. Davenport qui dirigeait l'Institut d'eugénique de Long Island. Ils font des études en quantité. Il y a 200 chercheurs là-dedans. Hein, c'est énorme à l'époque. Et ils font des études pour trouver pourquoi il y a des débiles, pourquoi il y a des gens pas bien. Et ils font des études de généalogie et ils trouvent des choses extraordinaires, comme Adagio qui vit en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 des illégitimes, c'est-à-dire nés hors mariage, je ne sais pas combien il y en a dans la salle, 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers. Vous voyez qu'Adagio n'a pas rendu service à la nation américaine. Il faut arrêter ce genre de choses, il ne faut plus laisser ce genre de personnes se reproduire, parce que tout ça, c'est génétique. Ça, c'est une image qui montre comment un gène se transmet dans une famille, et le gène en question détermine l'illégitimité, la naissance hors mariage. Je pense que les scientifiques de l'époque savaient que ce n'était pas vrai qu'il y avait un gène d'illégitimité entre nous. Ils râlaient pas après ça, et il y a une bonne raison, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que je pense que voilà, ils savaient que c'était faux, mais ça allait dans le bon sens. Et quand les scientifiques entendent un truc faux qui va dans le bon sens, c'est vachement dur pour eux de le dire que c'est faux. Voilà. La grande presse se saisit du problème, ils montrent des exemples de couples de débiles qui ont fabriqué plein de débiles dans leur descendance. Bref, il est temps de changer tout ça. La Société américaine d'eugénique présente ses résultats dans des foires comme celle de Philadelphie en 1936, si je me souviens bien, avec des petites lumières qui flashent. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout, mais vous voyez, il y avait des lampes qui flashent. Là, il y a des lampes qui flashent une lampe qui flash toutes les 50 secondes. Toutes les 50 secondes, une personne est mise en prison aux États-Unis. Very few normal persons ever go to jail. Il y a très peu de gens normaux qui vont en prison. Hein. C'est tous qu'ils ont des mauvais gènes. Voilà, celle-là, en revanche, elle flash que toutes les 7 minutes et demie. Toutes les 7 minutes et demie, il naît quelqu'un qui sera utile à la nation. Oui, donc c'est très déséquilibré. Il faut diminuer cela, augmenter cela. Et donc on va stériliser. On va stériliser sur l'ensemble du territoire américain, en gros 65 000 personnes au cours de la période qui va de 1900 à 1950. On va faire encore plus en Scandinavie, en Suisse. Évidemment, le champion du monde, ça va être l'Allemagne nazie. Et tout ça au nom du progrès. Je voudrais que vous compreniez bien. Et du coup, le point important, c'est que tous les scientifiques de l'époque ont soutenu l'eugénisme. Tous. Je n'ai pas trouvé un seul écrit d'un scientifique contre l'eugénisme. Quand je vous dis que les scientifiques peuvent se tromper,
Sur le plan social, je ne plaisante pas, ça peut aller assez loin. Donc Pearson, qui était un très grand statisticien, il a inventé le Qui-2 pour ceux qui savent ce que c'est. Eh ben, il était pour l'eugénisme. Julian Huxley, fondateur de l'UNESCO, fondateur de la théorie synthétique de l'évolution, petit-fils de Thomas Huxley, frère d'Aldous Huxley, qui écrit un livre de défense de l'eugénisme. Voilà. Et bon, alors tout ça est bien repris dans des livres de l'époque, le meilleur des mondes d'Huxley, un film que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu, Bienvenue à Gattaca. Et tout ça ne va s'arrêter que grâce au procès de Nuremberg, dans lequel on va affirmer que les atteintes à la dignité humaine ne sont excusables sous aucun prétexte, sous-entendu, y compris au nom du progrès. Ces idées-là seront reprises par Aldous Huxley dans son Retour au meilleur des mondes, mais il était eugéniste Aldous Huxley avant Nuremberg, il devient anti après. Rassurez-vous, la morale est sauve. Du côté soviétique, c'est le contraire qui se passe. Il y avait des grands généticiens, mais il y a un dénommé Lysenko qui va convaincre Staline que la génétique est anti-révolutionnaire, que c'est une science de droite. Et du coup, eh bien, les généticiens soviétiques vont tous mourir au goulag. Donc, pendant que les généticiens stérilisent les pauvres gens à l'ouest, ils se font zigouiller par les pauvres gens à l'est. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'effectivement, les rapports entre notre nature humaine et puis la société et la politique sont évidemment très très violents, et que tout ça va impacter la façon dont on peut percevoir les choses. Aujourd'hui, donc, effectivement, on est nous les... Et vous voyez que c'était fait au nom de la rationalité et au nom du progrès. Alors aujourd'hui, on est toujours là-dedans, et effectivement, on entend parler de décryptage. Moi, j'entends souvent les scientifiques, entre autres, dire des trucs, reprendre des trucs complètement faux, ou au moins ne pas les critiquer. Quand on a séquencé le génome, on a dit qu'on l'avait décrypté. C'est un mensonge. Décrypter, ça veut dire prendre un truc dans un langage qu'on ne comprend pas et le rendre compréhensible. On n'a rien rendu compréhensible du tout à l'époque. On entend dire, voilà, c'est le décryptage du génome, mais c'est sur des sites tout à fait officiels. Le site du Génopole d'Evry, c'est pas rien. L'Amazonie, la forêt amazonienne qui est un poumon de la planète. Ben non, la forêt amazonienne, elle ne produit pas d'oxygène. Là, bon, je vous déçois, ben, tant pis. Et simplement, il ne faut pas le dire, parce que ça va dans le bon sens. Vous voyez, on est toujours là-dedans. Et donc, maintenant, je voudrais finir en vous parlant un petit peu des rapports entre progrès et agriculture, parce que c'est là que le rapport à la nature est peut-être le plus visible. L'agriculture, c'était un travail très difficile, on peut le montrer comme ça, mais en réalité, c'était très dur, et pendant des années, des millénaires, même on a fait un peu les mêmes choses, du néolithique à aujourd'hui. On a fabriqué une grande diversité de plantes cultivées, mais en même temps, c'était très très dur, et la mécanisation a été une extraordinaire amélioration. Simplement, effectivement, la mécanisation, on l'a rendue de plus en plus efficace, on a fait des machines de plus en plus grosses, on a homogénéisé de plus en plus les plantes pour qu'elles marchent avec les machines, et le rêve de l'agronome, effectivement, c'est d'avoir des machines toutes les mêmes, sur des plantes toutes les mêmes, comme ça c'est pratique, et on peut arriver à obtenir beaucoup de rendement avec très peu de gens qui cultivent tout ça. Mais évidemment, ça a un prix. Ça veut dire que comme c'est très homogène, il va falloir mettre beaucoup de pesticides. Et les pesticides, on sait bien que ce n'est pas toujours très bon, mais comme c'est le progrès, il ne faut pas le dire. On y reviendra. Alors des boîtes qui produisent des pesticides, ben voilà, ça c'était Monsanto il y a quelques années, et ils ont réussi à mettre en place des cultures immenses de la même plante sur des millions d'hectares. Et pour le plus grand bonheur des agriculteurs, vous voyez, cet agriculteur-là, il est heureux puisqu'il cultive des plantes Monsanto. Bon. Alors Monsanto, je passe sur le fait qu'ils ont produit l'agent orange et que ça a donné les résultats que ça a donné, et qu'ils n'ont jamais été condamnés pour ça. Il y a un tribunal pour le moment là-dessus. Mais je voudrais insister sur un point. Monsanto a progressivement désinvesti sa recherche en chimie pour s'investir plus dans les recherches sur les OGM. Les citoyens européens se sont mis à s'inquiéter de ce truc-là. Ils ont dit « Oh là là, qu'est-ce que vous nous faites avec vos plantes là ?» Les scientifiques leur ont répondu avec le plus grand mépris. Ils se sont placés dans la position de Galilée. Nous, on sait, vous risquez rien, bouffez nos OGM, c'est très bon pour vous. Et ça n'a pas marché. Les citoyens s'inquiétaient toujours de plus en plus. Alors du coup, les boîtes de biotech ont commencé à demander à des boîtes de com comment trouver des slogans qui fassent que les OGM passent mieux. Et une boîte de com anglaise a trouvé le slogan vedette, nourrir la planète. Je voudrais vous dire que ça vient d'une boîte de com, ça ne vient pas du tout des laboratoires qui faisaient ça. À l'époque, on n'en parlait pas, on parlait que de compétitivité économique. Bon, pareil, on en rediscutera dans la suite, mais si ça vous intéresse, mais les OGM n'améliorent en rien la nourriture de la planète, et si jamais il y avait beaucoup d'OGM, ça augmenterait le nombre de gens qui meurent de faim. Bon, c'est un détail. Sur le plan des risques sanitaires, les scientifiques ont dit qu'il y a zéro risque. Évidemment, ça ne peut pas être vrai, ça n'existe pas le risque zéro. Mais le discours officiel, c'était qu'il y avait zéro risque.
Et pourtant, il y a au moins un risque que je peux vous donner, moi, en tant que scientifique, c'est que comme les gènes se dispersent, ça va poser des problèmes agronomiques assez variés, parce qu'il va y avoir des mauvaises herbes dont on saura plus se débarrasser, parce que comme on met le même herbicide tout le temps, ça fait des résistances. On l'a déjà fait en France, hein. Ça, c'est des champs de maïs envahis par des mauvaises herbes du temps où on mettait de l'atrazine partout, et où du coup, des mauvaises herbes comme là, la morelle, je ne sais pas, vous voyez le maïs? Ah, le maïs, c'est des petites plantes vert clair, et le reste, c'est de la morelle. Hein. Ça, c'était là, les morelles résistantes aux atrazines. Ça, c'est un champ de maïs plus grand, mais alors là, vous voyez quasiment plus les maïs, parce que c'est du kénopode qui envahit ces champs. Et du coup, on a fini par arrêter complètement d'utiliser cet herbicide. En France, il est assez toxique. On l'utilise encore aux USA, mais ça, c'est le problème des Américains. L'usine Monsanto, en termes de chimie, c'est considérablement restreinte par rapport à cette époque-là, parce que tout a été investi sur le fait de faire des OGM. Je me demandais pourquoi, jusqu'à ce que arrive cette histoire de cet agriculteur. Vous connaissez sûrement tous l'histoire, donc je peux aller vite. Hein. Il resemait ses colzas, il refusait d'acheter les colzas Monsanto. Les gènes de Monsanto venaient chez lui. Monsanto a analysé ses graines, a dit mais dites donc il y a nos gènes dans vos plantes. Évidemment qu'il y avait leurs gènes puisque le pollen des voisins venait sur ces plantes. Et du coup, eh bien, il n'a plus le droit de semer ses plantes. Le fait donc de breveter des gènes et de laisser le vent les emmener chez les voisins permet aux entreprises de s'assurer la possession de l'ensemble de la diversité de la planète. On a trouvé que les maïs mexicains étaient aussi contaminés. Je voudrais que vous compreniez qu'il y a une vraie guerre des semences dans cette affaire. Mais vous inquiétez pas, on va tout sauver en mettant tout dans un frigo souterrain. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire de la biodiversité, mais ça aussi, ça fait partie des choses qui sont ouvertes à discuter. En tout cas, ça rassure apparemment des gens. Bon. Et la perte de diversité des plantes cultivées, tout le monde sait que c'est un vrai problème. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés. La FAO l'a dit. Il y a des articles signés par des gens très très compétents, comme Christophe Bonneuil, donc, qui ont montré qu'effectivement on est en train de perdre la diversité des plantes cultivées. Et évidemment, on la perd pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui possèdent quelques semences et puis qui vont vendre les mêmes plantes à tout le monde sur d'immenses surfaces, alors qu'il y a d'autres manières de faire. Bon, je n'ai pas le temps de discuter de ça. C'est effectivement, je veux dire qu'il y a des solutions. On sait qu'en mettant en place des sélections participatives, on peut refaire de la diversité. Il y a 2 chercheuses à l'INRA qui travaillent là-dessus, alors qu'il y en a des centaines qui travaillent à faire des biotechnologies. Donc évidemment, actuellement, la science, elle est au service d'un système politique qui est au service d'un système économique. Et ça, c'est la difficulté. Voilà, donc ça, c'est Isabelle Goldrager qui s'occupe de ces recherches de participatives avec des paysans. Alors, est-ce que les OGM, c'est dangereux? Bon, c'est dangereux parce que ça bouffe la biodiversité des plantes. Est-ce que c'est dangereux à manger? Il y a eu des études tout à fait insuffisantes qui ont été faites pour savoir si c'est dangereux ou pas. Mais ça n'a pas empêché les chercheurs qui sont convaincus qu'il n'y a pas de problème, comme par exemple Rick Hawkins et d'autres, qui ont fait des articles pour dire qu'il n'y avait pas de problème. Et donc ça a été repris dans le Figaro, les animaux nourris aux OGM se portent bien, et à la télé, la dénommée Agnès Rickrock est venue dire, là maintenant le débat sur les OGM d'un point de vue sanitaire est clos. Il y a 0 problème. Bon, très bien. Ils ont publié donc leur article dans Food and Chemical Toxicology. Quelques années plus tard, un dénommé Gilles-Éric Serralini fait une analyse sur plus longtemps, avec les mêmes rats, les mêmes effectifs, et il leur fait manger des OGM et des pas OGM, et lui, il trouve que les plantes, les OGM avec du Roundup, jusqu'à présent, on ne mangeait jamais de Roundup, parce que le Roundup, ça tuait toutes les plantes. Depuis qu'on fait des OGM, évidemment, comme les plantes OGM sont résistantes au Roundup, on met du Roundup dessus, et donc maintenant, on mange du Roundup quand on mange les plantes OGM. Et donc, lui, il trouve qu'il y a des effets. Ça a fait... Donc, c'est publié dans le Nouvel Obs. Bon, on pourrait dire que le Nouvel Obs, c'est mieux que le Figaro. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, tous les chercheurs ont dû trouver ça, parce que les chercheurs furieux de la médiatisation de ce travail ont vraiment... Alors, c'était publié dans la même revue que les autres, Food and Chemical Toxicology. Donc, vous voyez, vous avez un article dans la même revue, et dans un cas, les chercheurs disent il y a 0 problème avec les OGM. Dans l'autre cas, le mec, il dit ça tue les individus, les OGM. Ah ben, la communauté scientifique s'est absolument abattue sur le deuxième. Et ils ont vraiment fait un procès en inquisition à ce chercheur. Toutes les académies se sont mises d'accord pour le condamner. Quand je dis se sont mises d'accord, c'est les présidents qui se sont mis d'accord parce que... C'est les présidents qui se sont mis d'accord parce que les mecs dans l'académie, le statisticien de l'Académie des sciences, par exemple, lui, il trouvait que le travail n'était pas si mal fait, mais on ne lui a pas demandé son avis, alors que c'était critiqué sur les statistiques. Mais bon. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a une curieuse inversion. Ce n'est plus les scientifiques qui sont
en face de l'Inquisition, c'est les scientifiques qui font l'Inquisition. Et ça, c'est un vrai problème. Et les scientifiques, eh bien, ils sont d'une naïveté absolument extraordinaire. D'une centaine d'entre eux ont signé un truc qui s'appelle Pour un débat raisonné sur les OGM à cette époque-là, qui est publié sur le site du CNRS. Et dans ce texte, il y a marqué sacralisation de la nature. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent qu'il y a eu des sojas bio qui ont rendu les gens malades et qui ont même fait des morts, et que ça il n'y a pratiquement pas eu de scandale à ce sujet-là. À cause de quoi? À cause de la sacralisation de la nature. Ils se voient comment ça se fait qu'on dise tellement de mal des OGM quand ils peuvent faire du mal, alors que quand c'est un truc bio, personne ne dit rien. C'est totalement faux. Les études qui ont travaillé sur ces sojas ont pointé vers une ferme bio allemande. La ferme a été fermée. Et alors qu'on n'avait trouvé aucune des bactéries qui rendaient les gens malades dans la ferme, elle a quand même été fermée par précaution. Mais ça, ils ne le savent pas. Ils signent sans savoir. J'ai un autre exemple. Le riz doré. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Dans des pays où on mange que du riz, les enfants qui mangent que du riz, ils n'ont pas assez de vitamine A et du coup, ils deviennent aveugles, voire même ils meurent. On a fabriqué un riz dans lequel on a mis le gène de vitamine A. C'est génial, vous vous rendez compte le progrès? Grâce à ça, ces enfants vont manger du riz, ils auront de la vitamine A et du coup, ils ne deviendront pas aveugles. Évidemment, ça, c'est l'histoire qu'on raconte. La vraie histoire, enfin une autre histoire, la même histoire mais autrement. C'est avant, on cultivait du riz, puis autour, on mettait des aubergines. Et puis quand on cuisait le riz, on mettait les aubergines avec, et ça mettait les vitamines, et c'était meilleur. Mais avec l'agriculture industrielle, on a enlevé les aubergines. Alors du coup, il n'y a plus de vitamine A. Donc en fait, il y a une autre solution. Ça serait de dire, on va remettre des aubergines autour des gens de riz. Ah mais ça ne fait pas progrès technique, ça, vous comprenez? Ça ne fait pas sérieux. Alors que mettre les gènes de l'aubergine dans le riz, ça, c'est top. Et du coup, eh bien, évidemment, les chercheurs défendent le riz doré, sans savoir même qu'il y aurait moyen de faire ça avec des aubergines, et sans même se poser la question de savoir si ce riz doré est productif. Or, ce riz doré ne produit presque rien. Il est très mauvais en termes de rendement. Du coup, personne ne veut le cultiver. Mais ça, les chercheurs ne le savent pas. Eux, ils travaillent sur l'ADN, vous comprenez? Donc, quand ils découvrent qu'on ne cultive pas de riz doré, enfin, les boîtes de biotech les chauffent un peu, et hop, ils signent une pétition, 120 prix Nobel au total, ça a augmenté depuis. On signait une pétition accusant Greenpeace de faire des crimes contre l'humanité, parce que Greenpeace ayant critiqué le riz doré, c'est à cause de ça qu'on ne le cultive pas. Greenpeace n'a rien à voir avec le fait qu'on ne cultive pas le riz doré. Les agriculteurs qui cultivent du riz ont refusé de cultiver ce riz parce qu'il ne produit rien. Mais les prix Nobel qu'on signait, ils ne sont pas au courant. Ils ont signé parce qu'ils ont confiance dans le progrès. Et en plus, d'ailleurs, la pétition, elle s'appelle « Supporter l'agriculture de précision », comme si les OGM, c'est de l'agriculture de précision, mais bon, je passe là-dessus. Une analyse très complète de cette question a été faite dans le monde par Stéphane Foucard, je vous la conseille si vous la voulez. Je n'ai pas le temps de vous la détailler. Voilà, je voudrais vous dire que donc la science, drivée par une certaine politique, drivée par une certaine économie, traite le monde comme un Lego. Et vraiment, c'est rigolo, les Legos, on peut changer des petits bouts, et puis à chaque fois, on va faire un truc nouveau. On peut même faire des trucs un peu compliqués avec des Legos, mais enfin bon, ça marche plus ou moins bien quand même. Et évidemment, l'ADN, ça ressemble, hein, c'est comme un Lego, on peut assembler des bouts, et on a l'impression qu'on pourrait changer les choses, et puis voilà, on va refaire des chromosomes. Mais le problème, c'est que quand on arrive à un certain niveau de complexité, les Legos, ça commence à devenir un peu insuffisant, et c'est plus comme ça que ça marche. Et si vous regardez la biosphère, c'est un système extraordinairement complexe. Ce niveau-là de complexité, vous ne pouvez pas le traiter en changeant des petits bouts dans les coins et en croyant que vous allez changer le système dans son ensemble. On ne réglera pas le problème de la faim dans le monde, qui a des côtés agronomiques, des côtés économiques, des côtés politiques, simplement en mettant un petit bout de gène dans une plante. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est qu'effectivement, la science devrait absolument comprendre la question de la complexité et regarder le monde complexe avec ces yeux-là, et arrêter de croire qu'en travaillant sur des tout petits bouts de trucs, on va régler les problèmes de la planète. C'est pas comme ça que ça marche. Qui plus est, évidemment, il y a des intérêts économiques forts en jeu, et donc, évidemment qu'on va essayer de raconter des tas d'histoires, et que les scientifiques, quand ils croient qu'ils sont dans le progrès, comme le riz doré, ils vont adhérer à ces histoires sans avoir bien compris ce qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est que les scientifiques ne sont plus en accusation du tout par l'irrationnel, mais qu'eux-mêmes ont adopté une sorte de vision. Ils ont intégré une foi dans le progrès qui a quelque chose d'irrationnel, et que du coup, on est dans une situation très compliquée où les scientifiques ne sont plus les défenseurs du rationnel, et où d'ailleurs, c'est plus eux qui vont en prison, c'est eux qui mettent les gens qui les critiquent en prison. Ça, c'est des gens qui m'ont fait remarquer une fois. J'ai essayé de défendre des scientifiques en disant, mais Galilée et tout. Ils m'ont dit, non, mais à l'époque de Galilée, c'était vous qui alliez en prison. Maintenant, c'est vous qui nous envoyez en prison. C'est plus la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, donc sur le plan politique, eh bien, il faut
arrêter de croire que le futur ne sera que la continuation du présent. Il y a des moments où il faut des ruptures. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une rupture dans le bon usage de la science vis-à-vis de la nature. Et je vous remercie de votre attention.